Je m'appelle Sydney. J'ai 11 ans et l'été dernier, ma mère est partie en Europe pendant un mois et m'a laissé avec un seul billet de 20 € tout froissé dans la main. Voilà, tu es indépendante maintenant, m'a-t-elle dit avec un grand sourire, en tirant sa valise vers la porte. Tu n'es plus un bébé. Commande à manger si tu en as besoin. D'accord. Indépendante. C'était son mot, pas le mien. J'ai fixé le billet dans ma paume. 20 €. Pas de plan, pas de babysitter, pas même un vrai au revoir. Juste un faux baiser sur mon front, le bruit d'une valise qui roulait dans l'allée et la porte d'entrée qui se refermait sur mon visage. Je vais bien, ai-je dit à voix haute dans un couloir vide, comme si le dire pouvait le rendre vrai. Mais mes mains tremblaient. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, personne qui savait cuisiner, personne qui savait même que j'avais été laissé seul ici. J'ai essayé de faire semblant que c'était une sorte de défi que je pouvais gagner. Jour 1, me suis-je dit, je vais prouver que je peux gérer ça. J'ai aligné les quelques boîtes de conserve dans le garde-manger, vérifié le frigo qui était déjà à moitié vide, et j'ai repoussé ma peur le plus loin possible. Si ma mère pensait que j'étais indépendante, alors peut-être qu'elle devrait voir à quoi ça ressemblait vraiment. Parce qu'à mesure que ce mois avançait, les 20 € dans ma main allaient disparaître, la nourriture allait manquer, et le silence dans notre maison allait se transformer en quelque chose de plus sombre que la solitude. Et quand ils sont enfin rentrés, ce que ma mère a vu à l'intérieur de notre maison l'a fait murmurer, « Non, non, ça ne peut pas être en train d'arriver. » Voulez-vous savoir comment le fait d'être laissé avec 20 € à 11 ans s'est transformé en la décision qui a fait regretter à ma mère tout ce qu'elle m'avait fait? Restez jusqu'à la fin et vous verrez exactement comment j'ai fait en sorte qu'elle ne l'oublie jamais. Le premier problème m'a frappé environ 10 minutes après le départ du taxi. Ma mère avait jeté une carte de crédit d'urgence brillante sur le comptoir comme si ça allait tout arranger. Il y avait juste un problème, elle n'était pas activée et je ne connaissais pas le code PIN. Je l'ai découvert à mes dépens. Debout dans l'entrée avec mon téléphone à la main, j'essayais de commander à manger et je voyais chaque application refuser la carte encore et encore. Donc, il n'y avait que moi, une carte morte et 20 €. Jour 1, j'en ai fait un jeu. J'ai coupé le pain le plus fin possible, étalé du beurre de cacahuète si soigneusement qu'il couvrait à peine la surface, et je me suis dit que les vrais survivants faisaient durer les choses. J'ai même plaisanté dans ma tête en me disant que ça ferait une bonne histoire un jour. Vers le jour 3, ça n'était plus drôle. Le garde-manger ressemblait à une photo, avant, dans une publicité sur la fin. Quelques boîtes que je ne savais pas ouvrir sans me couper. Une boîte de céréales avec plus d'air que de nourriture et un bocal de cornichons que je détestais. Mon estomac gargouillait assez fort pour me gêner alors que personne d'autre n'était là. J'ai essayé de me distraire. J'ai allumé la télévision et laissé des émissions aléatoires passer, le bruit remplissant la pièce pour que je n'aie pas à entendre la maison craquer. J'ai ouvert l'ordinateur portable de ma mère et j'ai regardé ses emails professionnels empilés comme s'ils étaient plus importants que tout. À un moment, j'ai pris mon cahier et j'ai écrit en grosses lettres en haut d'une page, « Preuve ». En dessous, j'ai griffonné, laissé seul à 11 ans, 20 €, aucun plan alimentaire, aucun appel de contrôle. Je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire, mais l'écrire m'a fait sentir quelque chose bouger en moi. S'ils pensaient que j'étais assez grande pour rester seule, alors j'étais assez grande pour me souvenir de tout, pour tout enregistrer, pour montrer un jour à quelqu'un comment ils avaient choisi des vacances plutôt que moi. J'ai pris mon téléphone et ouvert une application vidéo. Jour 3, ai-je dit calmement à la caméra. Mon visage paraissait plus petit que je ne m'y attendais. Je suis toujours seul. La voiture ne marche pas. J'ai mangé la dernière chose correcte dans le frigo hier. J'ai fait une pause, en avalant. Si vous voyez ça, ça veut dire que quelqu'un a enfin demandé ce qui m'est arrivé. J'ai sauvegardé la vidéo et verrouillé mon téléphone, le cœur battant. Une partie de moi espérait que personne ne la verrait jamais. Une autre partie de moi voulait que cette vidéo explose au visage de ma mère quand elle rentrerait. J'ai pensé à ma meilleure amie, Emma, et j'ai hésité au-dessus de son nom. Si je lui envoyais un texto, je devrais admettre que ma mère m'avait laissé, que j'avais faim, que je n'allais pas bien. Au lieu de ça, j'ai envoyé un message qui semblait normal, « Comment s'est passé ton voyage ?» Pas de réponse. Peut-être qu'elle était quelque part près d'un lac, en train de manger des burgers avec sa famille, sans même regarder son téléphone. Mon estomac s'est noué. Vers le jour 5, la faim ressemblait à un brouillard autour de mon cerveau.
Je commençais à avoir des vertiges quand je me levais trop vite. J'ai trouvé une boîte de céréales à moitié vide au fond du placard et je l'ai mangée sèche directement dans le sac, en essayant de faire durer chaque poignée. J'ai rouvert mon cahier et ajouté une autre ligne, jour 5, toujours aucun appel de maman, même pas un texto. Puis une autre ligne, si je disparais, ça prouvera que ce n'était pas ma faute. C'est à ce moment-là que ma façon de penser a changé. Il ne s'agissait plus seulement de survivre jusqu'à son retour. Il s'agissait de ce qui allait arriver à elle quand les gens réaliseraient enfin ce qu'elle avait fait. Au jour 7, mon corps se sentait faible, mais ma colère était plus forte. J'ai traîné jusqu'à la fenêtre de devant et j'ai regardé dehors dans la rue. Des enfants faisaient du vélo. Un chien aboyait après un camion de livraison. Un couple passait avec des gobelets de café. Des vies normales, des parents normaux. J'ai regardé notre allée vide et j'ai murmuré, « Tu as choisi l'Europe plutôt que moi. Tu sais ce que ça va te coûter quand quelqu'un va la prendre ?» Comme si l'univers écoutait, la sonnette a retenti. Je me suis figé. Des miettes de céréales encore sur mes doigts. Personne ne sonnait jamais à notre porte. Pas vraiment. Les enfants du voisinage frappaient juste. Les colis étaient déposés. La sonnette a retenti à nouveau, suivie de 3 coups secs. Mon cœur battait fort pendant que je me dirigeais vers la porte. Pendant une seconde, j'ai pensé à faire semblant de ne pas être là. Si c'était quelqu'un qui vendait quelque chose, il partirait. Mais une autre pensée a traversé ma peur, et si c'était ça? Et si c'était le moment où quelqu'un me voyait enfin? La main tremblante, j'ai saisi la poignée. Si tu avais 11 ans, affamé et complètement seul, ouvrirais-tu cette porte ou continuerais-tu à faire semblant que tout allait bien? J'ai entrouvert la porte juste assez pour voir qui était là. Sur le porche se tenait un homme en veste verte avec les emblèmes de mon école cousus sur la poitrine. Il m'a fallu une seconde pour le reconnaître sans la salle de classe derrière lui. « Bonjour Sydney », a-t-il dit doucement. C'était Monsieur Hugues, le conseiller de l'école. J'ai essayé de joindre tes parents. Ils n'ont pas répondu. Est-ce que je peux entrer un moment? Mon premier instinct a été de mentir, de dire que tout allait bien, que mes parents étaient juste sortis, que je n'avais besoin de rien. Mais ma main s'est desserrée sur la porte. Et j'ai reculé. D'accord, ai-je murmuré. Je suppose. Il est entré et a regardé autour de lui. Le silence dans la maison est soudain devenu plus lourd. La vaisselle dans l'évier, le comptoir vide, le bol à fruits presque vide, tout est devenu des preuves que je n'avais pas voulu mettre en scène, mais que j'avais laissées par accident. « Tes parents sont au travail ?» a-t-il demandé en balayant la pièce du regard, s'attendant clairement à voir quelqu'un apparaître. « Ils sont en Europe », ai-je dit, me surprenant moi-même par le ton plat de ma voix. « Pour un mois. » Ses sourcils se sont levés. « Un mois ? Et qui reste avec toi ?» J'ai avalé. C'était la ligne. Le moment où je pouvais choisir de les protéger ou de dire la vérité. Mes doigts se sont crispés plus fort sur le bord de mon t-shirt. Juste moi, ai-je admis. Ils ont dit que j'étais assez grande. Quelque chose sur son visage a changé, comme un interrupteur qui bascule. L'inquiétude polie est devenue plus tranchante, plus sérieuse. Il a tiré une chaise et s'est assis à la table, me faisant signe de m'asseoir en face de lui. « Sydney, depuis combien de temps es-tu seule ?»« Une semaine, ai-je murmuré. »« Presque. »« As-tu assez à manger, de l'argent ?» J'ai laissé échapper un petit rire amer que je ne reconnaissais pas. Ils m'ont laissé une carte de crédit qui ne marche pas et 20 €. Il m'a regardé longuement. Ce n'était pas le regard que les professeurs lancent quand tu oublies tes devoirs. C'était quelque chose de plus lourd, comme s'il essayait de compter toutes les façons dont c'était mal. « Ce n'est pas acceptable », a-t-il dit enfin, la voix basse. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» J'ai haussé les épaules même si ma poitrine me faisait mal. « Et comment as-tu géré ?» Je voulais dire, bien. Je voulais continuer à faire semblant, mais le cahier sur la table a attiré mon regard. Le mot « preuve » me fixait dans ma propre écriture. J'ai eu faim, ai-je dit à la place, et peur. Et j'ai écrit des choses. Au cas où. Au cas où quoi, a-t-il demandé. Au cas où il m'arrive quelque chose, ai-je répondu calmement. Pour que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. Le silence a rempli l'espace entre nous.
Pendant un moment, j'ai détesté le silence, mais ensuite j'ai réalisé qu'il ne l'ignorait pas. Il le ressentait. Vraiment. Il s'est penché en avant. Sydney, laisser une enfant de 11 ans seule pendant une semaine, pendant un mois, avec presque rien à manger et sans surveillance, ce n'est pas seulement irresponsable. C'est dangereux. C'est de la négligence. Il y a des lois pour ça. Mon cœur battait dans mes oreilles. Négligence. Loi. Des mots qui semblaient sortir de drames à la télévision, pas de ma cuisine. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un la prend, ai-je demandé, la voix soudain petite. Des organismes interviennent, a-t-il dit prudemment. Les services de protection de l'enfance. Il pourrait y avoir une enquête. Tes parents pourraient faire face à de sérieuses conséquences. C'était là. La chose que je n'avais pas osé dire à voix haute. La chose qui faisait que ma colère se transformait en quelque chose de plus tranchant. Des conséquences, ai-je répété lentement, pour ce qu'ils m'ont fait. Il ne s'est pas précipité pour me réconforter ni pour me dire que j'exagérais. Au lieu de ça, il a hoché la tête. Pour ce qu'ils t'ont fait. Mon esprit s'est emballé. J'ai imaginé le visage de ma mère quand elle rentrerait et trouverait des inconnus dans notre salon. Des gens posant des questions qu'elle ne pourrait pas esquiver avec un faux sourire et une blague sur l'indépendance. Je l'ai imaginé voyant mon cahier, mes vidéos, mon garde-manger vide. « Veux-tu de l'aide, Sydney » a demandé Monsieur Hugh calmement. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non. Claquer la porte sur tout ça et juste attendre que mes parents reviennent en faisant comme si ce moi n'avait jamais existé. Une autre partie de moi, celle qui avait écrit le mot « preuve », en avait assez de faire semblant. Oui, ai-je dit enfin. Mais si je dis oui, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire qu'ils devront répondre de leur choix, a-t-il dit. Ça veut dire que des adultes vont enfin voir ce que tu traverses. J'ai baissé les yeux sur mes mains, puis je les regardais à nouveau. Alors aide-moi, ai-je dit. Je veux qu'ils voient exactement ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils ressentent ce que c'est de perdre le contrôle. Il a hoché la tête une fois fermement. D'abord, on s'assure que tu es en sécurité. Ensuite, on fait en sorte que les bonnes personnes entendent ton histoire. Pendant qu'il prenait son téléphone, un calme étrange s'est installé en moi. La peur était encore là, mais dessous il y avait quelque chose de nouveau. Une détermination calme et ferme. Je n'étais plus juste une enfant qui attendait d'être sauvée. J'étais le témoin. Si tu étais à ma place, continuerais-tu à protéger tes parents ou laisserais-tu enfin la vérité devenir l'arme qu'ils n'avaient jamais vu venir? Monsieur Hugh est passé dans le couloir pour passer un appel, me laissant à la table avec mon cahier ouvert. J'entendais des fragments de sa voix, basse et contrôlée, mais les mots qui me parvenaient étaient suffisants pour faire battre mon pouls plus fort, seul, 11 ans, pas de tuteur, pas de nourriture dans la maison. J'ai tracé l'encre sur la page du bout du doigt. Preuve. Soudain, ça ne ressemblait plus à un journal secret. Ça ressemblait à un dossier. Quelques minutes plus tard, il est revenu. J'ai appelé ta voisine, Madame Johnson, a-t-il dit. Et j'ai aussi parlé à quelqu'un de la ligne d'urgence de protection de l'enfance. Ils vont envoyer quelqu'un pour vérifier comment tu vas. Mais d'abord, il faut qu'on te trouve quelque chose à manger. Mes joues ont rougi à l'idée que des gens viennent vérifier comment j'allais comme si j'étais une machine cassée. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Une petite étincelle de satisfaction. S'ils vérifiaient comment j'allais, ça voulait dire qu'ils vérifiaient aussi mes parents. Est-ce que Madame Johnson est fâchée, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Non, elle est inquiète. C'est ce que font les bons voisins. On a frappé à la porte, plus doucement que ses coups précédents. Madame Johnson est entrée, ses yeux m'ont balayé de la tête aux pieds, s'arrêtant sur le cahier, la boîte de céréales vide sur le comptoir, mon visage pâle. Oh, Sydney, a-t-elle soufflé. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Parce que je ne voulais pas avoir l'air faible, ai-je lâché. Ils me disent toujours que je suis mature, que je peux gérer les choses. Je pensais que demander de l'aide prouvait qu'ils avaient tort. Son expression s'est adoucie. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est survivre. Et parfois c'est la seule façon de faire en sorte que les adultes affrontent ce qu'ils font. Cette dernière phrase m'a frappé comme une cloche. Faire en sorte que les adultes affrontent ce qu'ils font.
Nous nous sommes tous assis et pour la première fois je ne me suis pas senti comme une enfant dont on parle par-dessus la tête. Ils m'ont demandé de tout leur raconter et je l'ai fait. Je leur ai parlé de la valise qui roulait vers la porte d'entrée. Des 20 €, de la carte qui ne marchait pas. De la façon dont ma mère avait ri quand j'avais demandé qui resterait avec moi. « Tu vas bien. Tu es ma petite adulte », avait-elle dit comme si c'était un compliment. Pendant que je parlais, la mâchoire de Madame Johnson s'est crispée. Monsieur Hugh prenait des notes sur un bloc qu'il avait sorti de son sac. « Est-ce qu'on peut leur montrer ça ?» ai-je demandé en montrant mon cahier. « Quand ils viendront, les gens de la ligne d'urgence. »« Oui », a-t-il dit. « En fait, je veux que tu continues à écrire ce que tu ressentais, ce que tu mangeais quand tu essayais de les appeler, tout ce dont tu te souviens. Pour qu'ils ne puissent pas le déformer plus tard, ai-je murmuré. Pour qu'ils ne puissent pas dire que j'exagère. Exactement, a-t-il répondu. Tu as le droit de te protéger avec la vérité. Cette phrase m'a serré la poitrine. Me protéger avec la vérité. Ça ressemblait beaucoup à de la vengeance, et j'ai réalisé que je ne détestais pas ça. Plus tard, quand la travailleuse sociale est arrivée, elle s'est présentée et a demandé à faire le tour de la maison. J'ai regardé ses yeux s'attarder sur le frigo presque vide, la poubelle avec seulement quelques emballages, la carte de crédit d'urgence inutilisée sur le comptoir. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Son expression disait tout. Depuis combien de temps tes parents sont-ils partis, a-t-elle demandé doucement. 7 jours, ai-je répondu. Ils avaient prévu 1 mois. Et qui vérifie comment tu vas? Personne, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils appellent? Pas depuis l'aéroport, ai-je dit. Elle a envoyé un selfie de Paris avec un emoji cœur. C'est tout. La travailleuse sociale a hoché lentement la tête, puis s'est tournée vers Monsieur Hugh et Madame Johnson. Merci de nous avoir contactés, a-t-elle dit. Pendant qu'il parlait, je me suis éclipsé un instant et j'ai installé mon téléphone sur le comptoir, en ouvrant à nouveau l'application vidéo. J'ai enregistré une vidéo calme du frigo vide, de la table solitaire, du sac de la travailleuse sociale posé sur la chaise. C'est à quoi ressemblait notre maison quand ils ont enfin remarqué que j'étais seul, ai-je dit à la caméra. C'est ce que ma mère va trouver quand elle rentrera. Quand j'ai eu terminé, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche, l'enregistrement bien sauvegardé. Je ne survivais plus simplement. Je documentais. La travailleuse sociale est revenue vers moi. Pour l'instant, tu ne seras plus seul, a-t-elle dit. Nous organisons pour que tu restes chez Madame Johnson pendant que nous parlons à tes parents et que nous décidons des prochaines étapes. J'ai regardé ma voisine. Elle a souri doucement et m'a serré l'épaule. Est-ce que ça te va, Sydney, a demandé la travailleuse sociale. J'ai pensé à ma maison vide, aux longues nuits silencieuses, à la façon dont le dernier message de ma mère parlait de croissant plutôt que de moi. Puis j'ai pensé à autre chose, ce que ça ferait à mes parents quand ils rentreraient et trouveraient non seulement une enfant seule, mais un rapport officiel qui les attendait. Oui, ai-je dit. Je veux rester quelque part où je ne suis pas invisible. Ce soir-là, pendant que je préparais un petit sac de vêtements et mon cahier, j'ai regardé autour de moi dans ma chambre une dernière fois. Les posters sur le mur, la peluche sur mon lit, la fenêtre qui donnait sur la rue. C'est l'endroit que tu as quitté, ai-je murmuré tout bas, en imaginant ma mère l'entendre plus tard. Si tu étais moi, choisirais-tu de pardonner et d'oublier? Ou laisserais-tu chaque étagère vide et chaque appel sans réponse devenir une preuve qui pourrait tout changer? Déménager à côté aurait dû paraître insignifiant, juste quelques pas à travers un bout de pelouse. Mais porter mon petit sac et mon cahier dans la maison de Madame Johnson ressemblait à franchir une ligne que je ne pourrais jamais effacer. Je n'étais plus juste l'enfant au milieu. J'étais l'enfant que quelqu'un avait choisi de protéger. Sa maison sentait le linge propre et la vanille. La table était mise avec des sets de table et son frigo était plein de vraie nourriture, pas juste des restes accrochés au coin des étagères. Mon estomac a gargouillé avant que je puisse l'arrêter. On va arranger ça en premier, a-t-elle dit, en faisant semblant de ne pas remarquer mon embarras. Allez, on va cuisiner ensemble. Nous sommes retournés dans ma cuisine avec des sacs réutilisables. Cette fois, elle n'a pas juste pris de la nourriture au hasard. Elle m'a laissé choisir. Pâtes, sauces, légumes, pain, fruits, des choses qui dureraient, des choses qui faisaient ressembler la cuisine à un endroit où quelqu'un vivait vraiment.
garde les reçus, a dit Monsieur Hugues calmement pendant que nous déchargions les sacs. Il montre ce qui n'était pas là avant aujourd'hui. Alors nous avons mis les reçus dans mon cahier derrière les pages où j'avais écrit sur ma faim. Preuve. Couche par couche, pendant que nous cuisinions, le bruit de l'eau qui bouillait et de l'ail qui grésillait m'enveloppait comme quelque chose qui m'avait manqué sans que je le sache. As-tu déjà fait des spaghettis comme ça depuis le début, a demandé Madame Johnson. Pas vraiment, ai-je admis. Ma mère fait surtout chauffer des trucs au micro-ondes où on commande à emporter. Alors aujourd'hui tu apprends, a-t-elle dit avec un sourire. Tu apprends à te nourrir correctement. Personne ne peut t'enlever ça. J'ai remué la sauce, en regardant le rouge tournoyer dans la poêle. Ça semblait symbolique d'une certaine façon, comme si toute la colère et la douleur en moi allaient enfin quelque part, se transformant en quelque chose que je pouvais utiliser. Pendant que nous attendions les pâtes, la travailleuse sociale est revenue avec d'autres questions. Elle a demandé les messages de ma mère, l'heure de son vol, la dernière fois qu'elle avait appelé. Je lui ai montré le seul selfie avec la tour Eiffel en arrière-plan et la légende, enfin libre pour un mois. Libre de quoi, a demandé la travailleuse sociale. J'ai fixé l'écran. De moi, je suppose. Elle a noté quelque chose. Je n'ai pas demandé quoi. Je n'en avais pas besoin. Veux-tu dire quelque chose directement à tes parents, a-t-elle demandé. Nous incluons parfois des déclarations des enfants dans nos rapports. Pendant une seconde, ma gorge s'est serrée. Puis j'ai senti mon cahier pressé contre mon bras et ma réponse est sortie clairement. Oui, ai-je dit. Je veux qu'il sache exactement ce que ça faisait. Nous nous sommes assis à la table et j'ai écrit pendant que les spaghettis cuisaient. Tu as dit que j'étais assez mature pour rester seul, ai-je écrit. Mais être mature ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de nourriture. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur. Tu dis à tout le monde à quel point tu travailles dur, mais tu n'as pas remarqué quand ton propre enfant comptait les miettes. Je me suis arrêté, j'ai pris une inspiration et j'ai continué, quand tu liras ça, d'autres adultes auront déjà vu ce que tu as fait. Ils auront vu le frigo vide, la carte morte, le cahier où j'ai dû enregistrer ma propre négligence. S'il y a des conséquences, ce n'est pas parce que je t'ai trahi. C'est parce que tu m'as laissé. Quand j'ai terminé, j'ai fait glisser la feuille vers la travailleuse sociale. Pouvez-vous faire en sorte qu'il voie ça? Je peux, a-t-elle dit. Et je le ferai. Plus tard ce soir-là, j'étais assise à la table de Madame Johnson, enroulant des spaghettis autour de ma fourchette. La première bouchée m'a presque fait pleurer. C'était chaud, réel et ça avait le goût de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. C'est à ça que le normal est censé ressembler, ai-je pensé. Pas à être assise seule par terre à manger des céréales sèches dans une boîte. Monsieur Hugues est resté pour le dîner et nous avons parlé de l'école, de livres, et même de choses bêtes comme les pires déjeuners de la cantine que nous ayons jamais eus. Pendant une heure, j'ai presque oublié que ma vie était techniquement en train de s'effondrer dans la maison d'à côté. Mais quand les assiettes ont été débarrassées et que les adultes ont commencé à parler calmement dans le salon, j'ai entendu des morceaux de leur conversation. Des mots comme « placement temporaire »,« enquête » et « possible retrait de la garde ». Je ne comprenais pas tous les termes juridiques, mais je comprenais le sentiment en dessous. Mes parents avaient traité mon absence comme des vacances loin des responsabilités. Maintenant, il y avait une vraie chance qu'ils perdent le droit de s'appeler mes tuteurs. De retour dans la chambre d'amis où j'allais dormir, j'ai installé mon téléphone une dernière fois et j'ai appuyé sur enregistrer. Jour 7. Mais c'est différent maintenant, ai-je dit doucement à la caméra. Je ne suis pas dans ma maison. Je suis quelque part en sécurité. Les gens savent. Ils ont vu la vérité. J'ai regardé droit dans mon propre reflet. Si tu es ma mère et que tu regardes ça, je veux que tu te souviennes de quelque chose, ai-je continué. Tu as toujours dit que les actes ont des conséquences. Que si je faisais une bêtise, je devrais les affronter. Cette fois, c'est ton tour. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est ton choix. Écrit en temps réel. J'ai arrêté l'enregistrement et je me suis allongé sur le lit, en fixant le plafond. Mon cœur n'était pas léger. Ça faisait mal. Je regrettais encore l'idée de parents qui seraient restés. Mais je savais aussi autre chose maintenant. Je n'étais pas impuissante. Peut-être qu'un seul acte de gentillesse pouvait vraiment tout changer.
Mais est-ce que ça suffirait à réparer toute une vie passée en deuxième place derrière le travail et les vacances? Ou est-ce que ça me donnerait simplement la force de m'éloigner d'eux pour de bon quand le moment viendrait? Les jours chez Madame Johnson semblaient irréels au début, comme si j'étais entré par accident dans la famille de quelqu'un d'autre. Je me réveillais à l'odeur du petit déjeuner au lieu du bruit de mon propre estomac qui gargouillait. Il y avait toujours quelqu'un qui demandait comment j'avais dormi, pas juste en supposant que j'allais bien. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas à prouver que j'étais indépendante à chaque seconde juste pour être tolérée. Mais même avec la chaleur, il y avait un compte à rebours qui tic-tac en arrière-plan. Tous les adultes autour de moi le savaient. Je le savais aussi. À un moment, mes parents devraient rentrer. À un moment, ils devraient marcher dans tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Le deuxième soir, mon téléphone a vibré pendant que j'étais assise à la table de la cuisine à faire mes devoirs. Un numéro que je reconnaissais est apparu sur l'écran. Le téléphone professionnel de ma mère. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran commence à s'assombrir. « Tu ne vas pas répondre » a demandé doucement Madame Johnson. Mes doigts tremblaient. Et si elle appelle juste pour me crier dessus parce que j'ai gâché son voyage? Alors tu sauras exactement où tu en es, a-t-elle dit calmement. Mais tu n'es pas obligé de lui parler seul. J'ai accepté l'appel et mis le téléphone sur haut-parleur. Sydney? Sa voix a claqué dans le combiné, tranchante, pas inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une femme des services de protection de l'enfance qui m'envoie un email à propos d'une enquête? Pourquoi l'école est-elle impliquée? Tu as une idée de ce que ça donne pour moi? C'était ça. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, est-ce que tu es en sécurité? Juste, ce que ça donne pour moi. J'ai avalé. Ils sont impliqués parce que tu m'as laissé, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais j'ai réussi à sortir les mots. Tu es allé en Europe pour un mois. Tu m'as laissé seul avec 20 € et une carte de crédit qui ne marchait pas. Ils ont vu la maison. Ils ont vu le frigo. Ils ont vu tout. Tu exagères, a-t-elle répliqué immédiatement. Il y avait plein de nourriture. Tu sais à quel point tu peux être dramatique. Et tu as 11 ans, pas un bébé. Je n'arrive pas à croire que tu retournes les gens contre nous comme ça. Tu comprends ce que tu fais à notre réputation? De l'autre côté de la table, j'ai vu la mâchoire de Madame Johnson se crisper. Elle s'est penchée pour que sa voix porte. Ici Madame Johnson, je suis la voisine. Je suis aussi celle qui a acheté des courses à ta fille parce qu'il ne restait presque plus rien. Il ne s'agit pas de réputation. Il s'agit de sécurité. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout. Pourquoi vous interférez? C'est une affaire de famille. Sydney va bien. J'ai regardé le cahier à côté de moi, ouvert à une page où j'avais écrit « Aucun appel pendant 7 jours ». Non, ai-je dit calmement, en coupant avant que quelqu'un d'autre puisse parler. Je n'allais pas bien. Je ne vais pas bien avec ce que tu as fait. Il y a eu une pause, et pendant une fraction de seconde j'ai pensé que peut-être elle m'entendrait enfin. Puis elle a parlé à nouveau, chaque mot poussé à travers des dents serrées. On en parlera quand on rentrera, et on va avoir une conversation sérieuse sur les conséquences, jeune fille. La ligne a été coupée. Madame Johnson a tendu la main et a mis le téléphone en silencieux avant qu'il ne vibre à nouveau. Elle a raison sur une chose, a-t-elle dit doucement. Il y aura des conséquences, mais pas seulement pour toi. Le lendemain, la travailleuse sociale est venue à l'école et m'a sorti de classe. Nous nous sommes assises dans un petit bureau qui sentait les marqueurs effaçables et le vieux café pendant qu'elle faisait défiler quelque chose sur sa tablette. Tes parents ont avancé leur vol, m'a-t-elle dit. Mon cœur a fait un bond. Une partie de moi était soulagée qu'ils ne restent pas partis tout le mois. Une autre partie de moi reconnaissait la raison. Ils ne revenaient pas pour moi. Ils revenaient pour se protéger. Qu'est-ce qui va se passer quand ils arriveront, ai-je demandé. Nous les rencontrerons à la maison, a-t-elle dit. Je serai là avec un superviseur du service. Monsieur Hugh a accepté d'être présent en tant que représentant de l'école. Nous voulons que tu fasses partie de la conversation si tu te sens en sécurité. J'ai pensé à me cacher chez Madame Johnson et à laisser les adultes gérer. J'ai pensé à me glisser dans ma chambre et à faire semblant de dormir quand ils entreraient. Les deux options ressemblaient à retourner à l'invisibilité. Non, ai-je dit lentement. Je veux être là.
Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il voie ce qu'il trouve en rentrant. La travailleuse sociale a hoché la tête. Alors nous ferons en sorte que tu aies une voix dans cette pièce. Pendant les 2 jours suivants, nous nous sommes préparés sans appeler ça une préparation. Nous n'avons pas répété des répliques comme dans une pièce de théâtre, mais nous avons organisé les faits. La travailleuse sociale a imprimé des copies de ma déclaration, les notes de mon cahier dont elle avait la permission d'utiliser, les reçus des courses, des captures d'écran des postes de ma mère depuis l'Europe, les journaux d'appel qui montraient combien de fois elle n'avait pas vérifié. Il ne s'agit pas de les punir juste pour punir, m'a-t-elle rappelé. Il s'agit de s'assurer que tu es en sécurité. Quoi qu'il arrive, ça vient de leur choix, pas de ton existence. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait d'avoir mangé des céréales sèches dans le noir, ne pouvait pas faire semblant que ça ne ressemblait pas aussi à autre chose. Ça ressemblait à de la justice. Ça ressemblait à tenir un miroir. Le matin de leur retour, nous sommes retournés dans ma maison pour la première fois depuis des jours. Ça sentait encore un peu l'air vicié et la poussière. Mon estomac s'est noué, mais je me suis forcé à traverser chaque pièce. C'était ma scène. Je ne pouvais pas détourner le regard. La travailleuse sociale a posé un épais dossier sur la table de la cuisine. À côté, nous avons mis mon cahier ouvert à la première page qui disait « Preuve ». Mon téléphone était à côté, allumé et prêt. La première vidéo que j'avais enregistrée, celle où je disais « Jour 3, je suis toujours seul », était en pause sur l'écran. L'image de mon propre visage fatigué me fixait. « Tu es sûr de vouloir que ça passe quand ils arriveront ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. Elle me dit toujours que les histoires ne comptent pas s'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est mes preuves. Madame Johnson se tenait près de la porte, les bras croisés mais le regard doux. Monsieur Hughes s'appuyait contre le comptoir, son badge de l'école bien accroché à sa chemise, observant tout avec une concentration calme. Le superviseur du service était assis à la table, feuilletant le dossier une dernière fois. Nous avons entendu la voiture avant de la voir. Des pneus dans l'allée, des portières qui claquent, des rires étouffés. Pendant un moment, mes jambes ont ressemblé à du caoutchouc. La travailleuse sociale s'est approchée de moi. « Souviens-toi, tu n'as plus à les protéger de la vérité, » a-t-elle dit. « S'ils essaient de te faire sentir coupable, tu peux me regarder, ou regarder Madame Johnson, ou Monsieur Hughes. Tu n'es pas seul dans cette pièce. » J'ai hoché la tête, en prenant une inspiration calme. La poignée de la porte d'entrée a tourné. Le verrou a cliqué. C'était ça. Le moment où tout se divisait en avant et après. Si tu étais debout là où j'étais, courrais-tu pour les serrer dans tes bras et faire semblant que rien ne s'était passé, ou tiendrais-tu bon et les laisserais-tu enfin affronter ce qu'ils avaient fait? La porte s'est ouverte et ma mère est entrée en premier, traînant sa valise derrière elle comme quand elle était partie. Elle portait encore un trench coat élégant et des lunettes de soleil relevées sur la tête comme si l'aéroport était juste un autre podium. Mon père suivait, jonglant avec des sacs et parlant de quelque chose sur son téléphone, la voix légère comme si le monde lui devait un atterrissage facile. Ils se sont tous les deux arrêtés en nous voyant. Le rire est mort sur les lèvres de mon père. Le sourire de ma mère s'est figé à mi-chemin. Ses yeux ont sauté de l'inconnu à la table à Monsieur Hughes près du comptoir, à Madame Johnson près de la porte et enfin à moi debout à côté du cahier ouvert et du téléphone allumé. « C'est quoi ça ?» a-t-elle exigé en lâchant la poignée de sa valise. « Qu'est-ce que vous faites tous dans ma cuisine ?» Le superviseur s'est levé calmement. « Madame Carter, Monsieur Carter, je m'appelle Madame Lopez des services de protection de l'enfance. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous devons discuter de la situation concernant votre fille, Sydney. » Ma mère ne s'est pas assise. Elle m'a regardé à la place, les yeux durs. « Sydney, qu'est-ce que tu leur as dit ?» Pendant une seconde, le vieil instinct a repris le dessus, celui qui me donnait envie de me recroqueviller, de m'excuser, de tordre l'histoire pour la mettre moins en colère. Mais la vidéo sur le téléphone a attiré mon regard, cette version plus petite et fatiguée de moi au jour 3. J'ai relevé le menton. Je leur ai dit ce qui s'est passé, ai-je dit. Je leur ai dit la vérité. Mon père a essayé d'arrondir les angles. Il a posé ses sacs et a forcé un rire. Il y a clairement eu un malentendu. Nous l'avons laissé avec de la nourriture, de l'argent, une carte de crédit. C'est une très mature petite fille de 11 ans.
Elle sait prendre soin d'elle. Les enfants d'aujourd'hui sont plus capables qu'on ne le pense. Le superviseur a posé une feuille imprimée sur la table et l'a tournée vers eux. Voici le relevé d'activation de votre carte, a-t-elle dit. Elle n'a jamais été configurée avec un code PIN. Elle a été refusée plusieurs fois quand Sydney a essayé de l'utiliser. Elle a tapoté une autre page. Voici des photos prises de votre réfrigérateur et de votre garde-manger une semaine après votre départ. La quantité de nourriture n'était pas suffisante pour une mineure non surveillée, et plusieurs articles étaient déjà périmés. Ma mère s'est enfin assise, plus sous le choc que par coopération. De la nourriture périmée ne veut pas dire qu'elle mourait de faim, a-t-elle claqué. Nous n'étions partis qu'une semaine jusqu'à présent. Nous avons vérifié. Le superviseur a fait glisser une autre feuille en avant. Voici vos journaux d'appels et de messages. Une photo depuis l'aéroport, un selfie depuis Paris. Aucun contrôle direct, aucun appel demandant si elle avait mangé, si elle était en sécurité, si quelqu'un restait avec elle. Le visage de mon père est devenu pâle. Il a regardé les journaux, puis moi. Nous t'avons dit de commander à manger, Sydney. Nous t'avons fait confiance. Vous m'avez fait confiance pour survivre, ai-je dit calmement. Vous ne vous êtes pas fait confiance pour être parent. Madame Johnson a fait un pas en avant, incapable de se retenir. Elle avait des vertiges à cause de la faim quand nous l'avons trouvée. Elle a dit qu'elle n'était pas venue me voir parce qu'elle ne voulait pas vous décevoir en ayant besoin d'aide. Avez-vous une idée du genre de leçon que c'est pour un enfant? Ma mère nous a regardés tour à tour, les yeux plissés. Ça prend des proportions complètement exagérées. Peut-être qu'elle a été un peu dramatique avec ses notes. Elle aime écrire. Le superviseur a hoché une fois la tête vers moi, puis vers mon téléphone. Sydney, est-ce que tu es à l'aise pour leur montrer ce que tu as enregistré? Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai tendu la main vers le téléphone. J'ai appuyé sur lecture. La pièce s'est remplie de ma propre petite voix d'il y a quelques jours. Jour 3, a dit la moi du passé à l'écran. Je suis toujours seul. La carte ne marche pas. J'ai mangé la dernière chose correcte dans le frigo hier. Si vous voyez ça, ça veut dire que quelqu'un a enfin demandé ce qui m'est arrivé. La caméra a balayé notre cuisine, capturant les étagères presque vides, la boîte de céréales solitaire, la pièce silencieuse. Ma mère a mis une main sur sa bouche. Mon père a fixé, les épaules affaissées. Non, a murmuré ma mère en reculant comme si les images la repoussaient physiquement. Non, ça ne peut pas être en train d'arriver. Mais c'était le cas. Et cette fois, elle ne pouvait pas faire défiler ou en rire. Le superviseur a croisé les mains. Monsieur et Madame Carter, sur la base de notre enquête, des rapports de l'école, du témoignage de la voisine et de la documentation de Sydney elle-même, nous avons déterminé que le fait de la laisser sans surveillance dans ces conditions constitue de la négligence selon la loi de l'État. À compter d'aujourd'hui, il y aura une ordonnance d'urgence en place. Sydney ne retournera pas à une garde non surveillée avec l'un ou l'autre de vous jusqu'à ce qu'une audience complète soit menée. Ma mère a secoué violemment la tête. Vous ne pouvez pas me prendre mon enfant à cause d'un malentendu. Nous avions juste besoin d'une pause. Vous savez à quel point nous travaillons dur. Vous savez sous quel stress nous sommes. J'ai pris une inspiration et j'ai fait un pas en avant. Je sais, ai-je dit. Tu dis à tout le monde à quel point tu travailles dur. Tu le dis à tes amis, à tes collègues, sur tes réseaux sociaux. Mais quand j'étais seul, affamé et effrayé, tu n'as parlé de ça à personne. Tu n'as dit à personne où j'étais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Sydney, tu ne comprends pas. Les adultes ont aussi besoin de temps loin. Nous pensions que tu irais bien. Nous ne voulions pas te faire de mal. Les mots que j'avais entendus toute ma vie ont résonné dans ma tête. Chaque fois que j'oubliais une corvée, chaque fois que je faisais une erreur, elle les disait avec une froide finalité, les actes ont des conséquences, Sydney. Alors je les lui ai renvoyés. Tu m'as toujours dit que les actes ont des conséquences, ai-je dit, la voix ferme. Tu m'as appris que si je faisais un choix, je devais vivre avec ceux qui suivaient. C'est ce que tu m'as appris. C'est à quoi ressemble ton choix. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère avait l'air d'avoir vu le sol disparaître sous ses pieds. Mon père agrippait le dossier d'une chaise comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Le superviseur a parlé à nouveau.
Vous aurez l'occasion de participer à des cours de parentalité, à des évaluations psychologiques et à des visites supervisées si le tribunal l'approuve, a-t-elle dit. Il ne s'agit pas de vous punir pour toujours. Il s'agit de s'assurer que Sydney est en sécurité et que ça n'arrive plus jamais. Ma mère s'est tournée vers moi, les larmes coulant maintenant. Sydney, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Dis-leur que tu veux rentrer à la maison. Dis-leur qu'on peut arranger ça. On peut recommencer. On peut être meilleur. Je voulais. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore des histoires du soir et des décorations de fête, voulait tout rembobiner. Mais une autre partie de moi, celle qui avait passé des nuits à enregistrer des vidéos dans le noir, savait que retourner sans changement voudrait dire que rien de tout ça n'avait d'importance. Je veux être en sécurité, ai-je dit. Je veux être quelque part où on me voit avant que je disparaisse. Pour l'instant, ce n'est pas avec vous. Son visage s'est froissé comme du papier. Mon père a détourné le regard, en clignant rapidement des yeux. Le superviseur a posé un formulaire sur la table. Pour la durée de l'enquête, Sydney restera en placement temporaire chez Madame Johnson, a-t-elle dit. Vous serez informé de la date de l'audience. D'ici là, vous ne devez pas la contacter directement sans passer par notre bureau. Vous prenez son parti contre ses propres parents, a murmuré ma mère. Non, ai-je dit doucement. Ils prennent enfin mon parti. Pour une fois, nous sommes sortis de la maison avant eux. En descendant les marches du porche, j'ai entendu ma mère sangloter à l'intérieur. Mon père essayait de la calmer avec des mots qui semblaient faibles même de loin. En traversant la pelouse pour retourner chez Madame Johnson, je me suis senti à la fois lourde et étrangement légère. Je n'avais pas détruit ma famille. Ils l'avaient fait eux-mêmes quand ils avaient choisi un mois de liberté plutôt qu'une enfant qui comptait encore sur eux pour rentrer tous les soirs. Tout ce que j'avais fait, c'était refuser de le cacher. Des semaines plus tard à l'audience, j'étais assise dans une salle qui sentait le papier et la vieille moquette pendant que les avocats parlaient de facteurs de risque et d'environnement protecteur. Mes parents paraissaient plus petits que dans mon souvenir, assis à leur table, écoutant les gens décrire leurs choix comme des preuves dans une affaire. Mes vidéos ont été versées au dossier. Les pages de mon cahier ont été scannées. Ma propre voix à la barre n'a pas tremblé autant que je le pensais. À la fin, le juge a ordonné des visites supervisées et un counseling obligatoire pour eux. La garde complète est restée hors de leur portée pour l'instant. Ils ne sont pas allés en prison. Ce n'était pas un moment dramatique de film, mais quelque chose de plus réel et d'une certaine façon plus tranchant. Ils avaient perdu le droit automatique d'être dans ma vie sans que quelqu'un surveille. Ils avaient perdu la présomption qu'ils étaient les gentils. Cet été-là, j'ai appris à cuisiner plus que des spaghettis. J'ai appris que demander de l'aide n'était pas une faiblesse et que dire la vérité pouvait être la forme de vengeance la plus forte qui existe. Pas en criant, pas en cassant des choses, mais simplement en refusant de laisser ce qui s'était passé rester invisible. Ma mère m'envoie encore des messages parfois, de longs paragraphes sur combien elle a changé, combien elle est désolée, combien elle veut que les choses reviennent à la normale. Peut-être qu'un jour nous trouverons une version du normal qui n'efface pas ce qui s'est passé. Peut-être pas. Mais je sais ça, le jour où elle est rentrée d'Europe en s'attendant à un mois d'histoire et de souvenirs, elle est entrée dans quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Une fille qui avait transformé chaque étagère vide, chaque appel sans réponse, chaque nuit de faim en preuve. Une pièce pleine d'adultes qui ont enfin écouté une vérité qu'elle ne pouvait pas noyer sous des paroles. Et quand elle a murmuré, « Non, ça ne peut pas être en train d'arriver », j'ai réalisé quelque chose d'important. Ça arrivait déjà. Ça arrivait depuis le moment où elle avait choisi un billet d'avion plutôt que moi. Alors dis-moi, si tu avais 11 ans et que tu étais laissé seul avec 20 € pendant que tes parents couraient après leur liberté, enterrerais-tu l'histoire pour garder leur image intacte? Ou ferais-tu ce que j'ai fait et laisserais-tu la vérité être la vengeance à laquelle ils ne s'attendaient pas?